Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi 17 août pour le Dev Café du jour. Donc Dev Café, c'est une émission quasi quotidienne autour de l'actualité du développement mobile. Aujourd'hui, l'épisode il va être un tout petit peu différent parce que en fait, on va avoir plein de petites actualités plutôt que de s'attarder sur des gros sujets. Et alors, avant qu'on commence, deux petites infos qui vont vous être utiles. La première, c'est que ce midi, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube, sur cette même chaîne YouTube, une vidéo que j'ai fait sur Color V1, qui est donc une des nouvelles fonctionnalités d'Android 13. Alors sur le papier, vous vous dites, bon, ça va pas m'intéresser ce truc-là, et bon, j'aurais pensé la même chose. Mais en fait, c'est un format de fichier qui permet de partager du vectoriel, et vous allez voir que potentiellement, ça pourrait changer à terme la discussion qu'on a avec les designers qui pourraient nous donner simplement ce Color V1, ce fichier de police contenant les images de vos applications. Donc vraiment, voilà, je vous incite à la regarder parce que elle n'incite pas à la regarder, mais je pense que ça pourrait changer à terme la relation avec les designers. Et le deuxième point, comme vous le savez, chaque jour on regarde dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé un 17 août? Eh bien en 82, donc il y a très exactement 40 ans, c'était la sortie du premier CD audio. Et ce premier CD audio, il était fait avec ABBA pour leur album qui s'appelle The Visitor. Et bon, comme vous le savez, aujourd'hui, des CD audio, il n'y en a plus vraiment. Donc voilà, c'était juste pour vous le mentionner. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on commence. Juste avant, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Mais on va du coup maintenant enchaîner tout de suite avec les toutes petites news. Vous allez voir, il y en a plutôt pas mal aujourd'hui. Pour débuter, on va commencer avec une news qui finalement est assez importante et c'est du côté de chez Microsoft et en plus elle va nous intéresser énormément. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chez Microsoft, leur cloud qui s'appelle Azure, ils ont une solution qui s'appelle Windows 365. Et cette solution-là, ça vous permet d'avoir un Windows, 10 ou 11, je ne me souviens plus, d'exécutable très facilement. Et DevBox, c'est un peu le Windows 365, mais pour nous développeurs. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous le voyez ici en vidéo, ça c'est un exemple pour des développeurs qui font du MAUI. Donc en l'occurrence, ça coche bien toutes les cases. Donc là vous voyez, il va démarrer la VM et instantanément sur cette VM, elle est préchargée avec Visual Studio et potentiellement des émulateurs. Donc je pense que ça va un tout petit peu changer la manière dont on va potentiellement utiliser les ordinateurs dans le futur. Est-ce qu'on va peut-être s'acheter des ordinateurs vraiment d'entrée de gamme et avoir ces VM qui seront beaucoup plus puissantes. Et en plus, donc l'idée de la DevBox, c'est qu'elle est préchargée avec tout l'environnement dont on en a besoin. Pourquoi pas? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette DevBox, elle est disponible en version, en version preview et vous avez le droit à 15 heures gratuites avec tout de même, en tout cas c'est généreux, 8 processeurs virtuels et 32 Go de mémoire. Donc je pense que ça vaut le coup de tester. J'aurais voulu vous faire une petite démo. Le problème c'est que ce matin ça n'a pas l'air de vouloir déployer quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a moyen que ce soit peut-être le futur de notre boulot de développeur où on utilise finalement du cloud pour notre outil de développement. On continue cette fois-ci avec plein d'actu autour de Flutter où on va commencer d'abord par des petits rendez-vous qui vont avoir lieu très prochainement. Le premier, ce sera à partir de ce week-end où il y a un Game Jam qui est organisé avec Itch.io. Donc Itch.io, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme pour les indés. Et Flame, c'est un outil en Flutter qui permet de créer des jeux, donc c'est un moteur. Et ce week-end, il y a donc une Game Jam où donc l'objectif c'est de créer des jeux, des choses comme ça autour. Autre événement, parce qu'il y en a un second, c'est Flutter Viking. Flutter Viking, ça aura lieu à la fin du mois et c'est donc une conférence qui a lieu à Oslo et la particularité c'est qu'elle est hybride, à savoir qu'il y a une version en physique, une version en virtuel. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que sur la partie physique, il reste encore un tout petit peu des places. Donc n'hésitez pas à aller en prendre parce que je pense que ça vaut le coup. Ensuite, on va revenir sur la fameuse polémique qui a eu lieu en début de semaine. Et Rémi Rousselet a donc tenu à, une bonne fois pour toutes, clarifier les choses et fermer le sujet. Donc pour rappel, en gros c'était provider est déprécié, provider est abandonné, il va falloir tout changer. C'était ça la polémique au début.
si je tire à gros traits dessus. Et là, Rémi, maintenant, voilà le point de vue qui dit pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, le fait de déprécier Provider, on va mettre ça à plus tard. Et le remplacement par RiverPod, ça avait déjà été évoqué depuis plusieurs années, mais c'est pas encore effectif maintenant. Pour que ce soit effectif, il va falloir que tout le monde soit d'accord là-dessus, et c'est uniquement là où ça interviendra. Et donc, il faut encore que RiverPod, en termes de fonctionnalité, augmente et donc s'améliore. Mais a priori, ce qui était initialement dit que c'était lié à la pull request, a priori, ça va être mis de côté. Voilà. Comme il dit, on se presse plus. Je pense qu'il a compris qu'il ne fallait pas se précipiter sur ce sujet-là parce que la communauté Flutter allait gueuler dans tous les sens sinon. Et donc, à la place, voilà, on prend notre temps, RiverPod évolue, et si tout va bien, on passera à Provider. Du coup, si vous avez Provider dans vos projets aujourd'hui, rassurez-vous, à court terme, il n'y a pas de migration à faire. Voilà, c'est juste sur ce point de vue-là où ça a un tout petit peu changé. Donc c'est finalement une bonne nouvelle pour, je pense, le plus grand monde. Ensuite, toujours sur Flutter, on passe à Flutterflow, qui est donc un outil en no-code qui permet donc de générer des applications. Donc le back-end de cet outil est fait en Flutter et il génère du Flutter. Donc l'idée des outils no-code, c'est tout simplement, vous faites des drag and drop un peu dans tous les sens pour vous faciliter la vie. Donc ça, c'était pour la page Flutter. On va continuer maintenant avec une page plutôt Google. Donc ce qu'il faut savoir chez Google, c'est qu'il y a quelques années, ils avaient sorti une version d'Android pour l'IoT qui s'appelait Android Things. Et ça n'a pas marché. Et ça paraissait assez logique parce que Android pour de l'embarquer, c'est beaucoup trop lourd en fait. Mais sur le papier, c'était intéressant parce que ça voulait dire que en développant une application Android un tout petit peu spéciale, vous faisiez de l'embarquer. Comme je vous l'ai dit, ça a été abandonné et ça a été remplacé par un service qui s'appelait Google IoT Core. Et là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? C'est tout simplement que ce Google IoT Core est lui aussi abandonné par Google. Donc ça aura lieu l'année prochaine, au 15 août. Et pour le coup, eh bien, débrouillez-vous pour chercher autre chose, parce que cette fois-ci, c'est plus Google qui s'en occupe. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect open source et des GAFA. Alors, juste un truc, on va revenir en 2021 tout d'abord. L'idée, c'est que jusque l'année dernière, en termes de contribution à l'open source sur GitHub, c'était Microsoft qui était premier, et vous voyez assez largement, on va dire. Et cette année, en fait, il y a un gros changement, c'est que c'est Google qui a repris la première place, donc c'est pour ça en fait que je vous en parle aujourd'hui. Et bon, le premier, le deuxième, à la limite, on s'en fout parce que ça va pas changer grand chose, mais c'est plutôt la stat que vous voyez ici qui indique qu'en fait, au cours des 6 dernières années, Google, Microsoft et Amazon étant dans le top 6, ils ont multiplié par 3 le nombre de contributeurs. Donc comme quoi, ça a beau être des GAFA, finalement, ils participent à l'écosystème. Donc d'un côté, ça les arrange bien, mais voilà, il faut quand même, parfois, il n'y a pas que du mal. En l'occurrence ici, c'est plutôt une bonne chose. On enchaîne maintenant avec des sujets autour d'Android, et si vous vous souvenez, la semaine dernière, Samsung a annoncé ses nouveaux téléphones, les téléphones pliants, pliables, chacun les appelle un peu comme il veut. Donc c'est les Z Flip 4 et Z Fold 4, et ce que a annoncé la personne en charge de la division mobile chez Samsung, c'est qu'il pensait qu'en 2025, 50% des téléphones premium vendus seraient des téléphones pliants ou pliables. Alors là-dessus, est-ce qu'il a vrai, est-ce qu'il n'a pas vrai ? On s'en fout à la limite. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous poser la question à vous. Est-ce que vous pensez mettre à jour vos applications pour ces formats-là ? Parce que si en 2025, ça représente 50% du haut de gamme, il va falloir que les applications soient adaptées. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher que les téléphones pliants, il n'y a pas grande optimisation qui est faite d'une manière générale. Et c'est un peu comme les tablettes sur Android. Finalement, on fait des smartphones, mais ça suffit. Donc voilà. Est-ce que vous avez des plans ? Et éventuellement, est-ce qu'en lisant cette stat-là, est-ce que ça ne vous fait pas changer d'avis ? Voilà. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires.
toujours sur nos actualités Android, donc comme vous le savez, Android 13 est disponible en version stable, et donc historiquement, donc chaque version d'Android avait un nom de code, donc ça fait A, B, C, D, et ces noms de code c'était des desserts, donc vous aviez Cupcake, Honeycomb, Froyo, etc., etc., et à chaque fois, au campus de Google, il y avait des statuts qui étaient mises en place. Donc là vous voyez, ça c'était une photo que j'avais prise avec les différentes statues qui est disponibles sur le campus de Google à Mountain View aux États-Unis. Et donc la question qu'il y a, c'est est-ce que Android 13 a sa statue? Et la réponse c'est oui. Donc là on a la possibilité même de l'avoir en 3D, c'est un peu la nouveauté cette année. Alors ça ressemble, elle est un peu bizarre cette statue, je dois vous avouer, on dirait presque en arrêt de bus, vu comme ça. Donc là on voit bien le 3 d'Android 13, et donc ça j'imagine que là en bleu c'est le 1. Donc voilà à quoi ressemble ce truc là. Bon, il faut aimer, je sais pas si... ça paraît un peu bizarre, mais sauf que c'est pas uniquement en 3D, c'est aussi disponible en vrai dans le campus de chez Google. Donc voilà à quoi ça ressemble pour de vrai. Bon, bah voilà, si vous allez un jour à Mountain View en Californie, eh bien peut-être que vous le verrez. Pour terminer, on va enchaîner sur des actualités un peu plus diversifiées. Donc dans un premier temps, Supabase, qui est donc le back-end as a service, a sorti hier une nouvelle version bêta de sa ligne de commande. Et pareil, ils ont mis à jour le SDK.js en version 2, en release candidate pour le coup. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des nouveautés, mais c'est juste voilà, pour info. Ça évolue pas mal de leur côté, je trouve, du côté de Supabase. Ensuite, du côté de Microsoft, donc pour MAUI, c'est basé sur .NET 6. Et là, hier, grosse annonce, parce que .NET 6 arrive sur la dernière version d'Ubuntu. Et comme vous le savez, du MAUI, on ne peut le faire que sur du Windows et sur du Mac. Mais je me demande si, potentiellement, est-ce que ça ne permettrait pas de déverrouiller le fait de pouvoir développer en MAUI sur Linux, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Parce que, pour rappel, on peut générer des applications Linux, mais c'est pas supporté officiellement par Microsoft. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur MAUI, la conférence de la semaine dernière n'a pas énormément aidé. Vous voyez qu'il y a quand même un petit rebond ici, à voir si ça tient sur la distance. Et pareil, j'en profite pour vous parler d'un e-book qui vient de sortir, qui est gratuit. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous alliez le voir si ça vous intéresse. Et par contre, le dernier sujet, je trouve qu'il est plutôt intéressant parce que ça concerne la 5G. Alors la 5G, jusqu'à présent, on l'utilise plutôt pour les téléphones, pour communiquer. Et je suis tombé sur ce Kickstarter qui, je trouve, est plutôt intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un écran. Donc cet écran-là, en soi, il est classique comme pas mal d'autres. Mais, donc voilà, il peut gérer le tactile, il peut se connecter à des téléphones, à des jeux vidéo, etc., etc. Mais vous voyez, la possibilité, c'est que c'est sans fil. Mais la particularité, c'est qu'il peut fonctionner avec de la 5G millimétrique. Si vous ne vous souvenez pas de qu'est-ce que c'est exactement cette 5G millimétrique, en gros, la 5G, ça fonctionne sur deux bandes de fréquences. Soit les 3,5 GHz, qui est grosso modo ce qu'on utilise actuellement avec les téléphones, soit on a des fréquences beaucoup plus hautes, donc entre 24 et 30 ici, et 26 GHz en France, et c'est sur cette deuxième bande de fréquence que l'on a donc notre 5G millimétrique et qui a la faculté donc d'avoir des débits largement supérieurs. Donc pour ce qui est de la diffusion en France de la 5G millimétrique, c'est encore qu'à l'état de test et de prototype, c'est pas encore disponible. L'utilisation de la 5G, je pense, est ici vraiment overkill parce que là on se parle d'une portée de 17 pieds, donc ça fait à peu près 5 mètres. Sinon, ils ont eu aussi une version avec une portée de 82 pieds, soit 25 mètres. Là, pour le coup, ça peut être un peu plus intéressant. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a zéro lag. Donc, voilà, une utilisation de la 5G, parce que finalement, jusqu'à présent, on se disait, mais à quoi nous sert la 5G? Peut-être que ce genre d'écran va vous donner envie. Je sais pas bien.
En tout cas, voilà, le truc paraît intéressant. Par contre, c'est quand même pas donné. Ça coûte 400 $ pour la version avec 5 mètres de portée. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui pour Dev Café. Alors j'espère que cette nouvelle manière de faire avec plein de petits sujets, ça vous intéresse. Est-ce que voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, est-ce que vous préférez des grosses interventions ou alors est-ce que plein de petits sujets vous préférez, ou alors est-ce que vous aimez quand ça change de temps en temps. N'hésitez pas à me le dire, moi voilà, de mon côté je peux m'adapter aussi. Alors avant de vous dire à demain, en réalité, je vous donne rendez-vous ce midi parce que pour rappel, il y a la vidéo sur Color V1 qui doit sortir à 12h30 normalement. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui n'est pas passionnant, mais honnêtement, pour nous développeurs mobiles, il y a un truc, pas à court terme, mais qui peut être très intéressant. Voilà, donc moi je vous souhaite à tous une bonne journée, profitez-en bien, soit rendez-vous ce midi, soit rendez-vous demain. À bientôt!